Bonjour, ici Maxime Pierre. Nous allons parler de la posture que vous devez avoir en tant qu'orateur. Notre leçon s'intitule « Parler avec votre corps », à savoir la posture de l'orateur. Les anglo-saxons parlent du body language, c'est-à-dire le langage corporel. C'est leur façon d'exprimer le fait, qui est universellement connu, que le corps parle aussi bien que la voix. Il est donc pas exagéré d'affirmer que dans l'exposé oral, vos auditeurs sont aussi vos spectateurs, car ils vous regardent en vous écoutant. Ils ont donc une image qui influence évidemment ce qu'ils pensent de votre exposé. Voilà pourquoi il convient de soigner son image. Donc, comment l'orateur doit-il soigner son image? Il peut s'y prendre de manière diverse. Premièrement, nous devons donner une bonne image de nous-mêmes par notre habillement. Par l'habillement, vous faites votre première impression sur vos auditeurs. Si l'on dit que tout est question des rapports entre vous et l'Assemblée, et que tout est rapport de la solennité du moment, il faut également admettre que certaines règles sont d'usage dans les situations plus ou moins formelles. Ainsi, nous vous invitons à suivre les conseils suivants en ce qui concerne votre habillement, parce que, comme on le dit, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, la première impression doit être la bonne. Premièrement, en ce qui concerne l'habillement, faites preuve de bon goût et de raffinement. Cela ne signifie pas que vous devez porter les vêtements les plus dispendieux. Cela ne veut pas dire que vous devez porter les marques les plus coûteuses, mais tout simplement que ce que vous choisissez de mettre, même si cela coûte bon marché, que ça fait preuve de bon goût, que ça fait preuve de raffinement, d'un certain savoir-faire qui n'attire pas de manière inutile les regards des autres. Premièrement donc, faites preuve de bon goût, de raffinement dans votre habillement. Deuxièmement, apprenez à allier correctement les couleurs et les motifs des tissus. Ne commettez pas l'erreur, par exemple, de porter un pantalon de couleur rose avec une chemise bleue et une veste vert foncé. Cela ferait un contraste tel que vos auditeurs ne prêteraient plus attention à ce que vous dites, mais se concentreraient plutôt ou seraient tout simplement attirés par les couleurs qui contrastent de votre habillement. De même, il est déconseillé de porter une veste à carreaux avec une cravate rayée ou un pantalon rayé. Si vous portez une veste à carreaux, il est préférable de porter une cravate unie. De même, si vous portez un pantalon rayé, il est mieux de porter une veste unie. Donc, vous devez apprendre à agencer convenablement les couleurs des tissus ainsi que les motifs. Les motifs, ça veut dire ce qui est imprimé sur les tissus que vous portez. En troisième lieu, vous devez vous rappeler que vos poches ne doivent pas être gonflées par la présence de beaucoup d'objets, parce que cela peut facilement détourner l'attention de l'auditoire si vos poches sont gonflées d'objets. En ce qui concerne votre habillement, souvenez-vous que vos mouchoirs doivent être propres.
Ils ne doivent pas être sales. On ne doit pas avoir l'impression que votre mouchoir, lorsque vous vous en servez, a été utilisé depuis des mois et qu'il n'a pas été lavé. De même, abstenez-vous des serviettes. Nous comprenons que certaines personnes transpirent de manière abondante. Oui, vous pouvez avoir une petite serviette, s'il vous en faut une absolument, mais utilisez-la quand vous êtes aux toilettes exclusivement. Lorsque vous êtes devant un auditoire, utilisez uniquement votre mouchoir. Toujours en ce qui concerne votre habillement, souvenez-vous que vos chaussettes, vos bas pour les dames, ne doivent pas être effilochés. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de déchirure dans vos chaussettes ou vos bas. Ils ne doivent pas être lâches, mais ils doivent être fermes et ils doivent également parvenir à une certaine hauteur. Les chaussettes doivent couvrir les jambes au-dessus de la hauteur du pantalon. Là où arrivent les bords de votre pantalon, messieurs, la chaussette doit arriver plus haut et la chaussette ou les chaussettes doivent couvrir votre peau. De même pour les dames qui portent les bas doivent arriver plus haut que le bord de la jupe ou de la robe. Il est extrêmement disgracieux pour une femme de porter des bas qui n'arrivent pas plus haut que le bord de sa jupe ou de sa robe parce que cela laisse apparaître ses genoux qui ne sont pas couverts par les bas. En sixième lieu, vos chaussures doivent être propres. Vos chaussures doivent être cirées. Si vous devez marcher et que vous empruntiez des chemins poussiéreux, alors il est conseillé d'avoir une brosse à chaussures pour pouvoir nettoyer vos chaussures ou bien un chiffon quelconque pour pouvoir nettoyer vos chaussures et donner l'impression qu'elles sont propres parce que les spectateurs qui vous observent vous regardent de la tête aux pieds. En ce qui concerne donc votre langage corporel, nous parlons premièrement des habits que vous devez porter. En second lieu, parlons de l'allure que vous devez avoir. Premièrement, en ce qui concerne la chevelure, vos cheveux, votre barbe, si vous en avez, doivent être toujours propres et bien peignés. Ne donnez pas l'impression que vous avez dormi et que vous vous êtes réveillé et que vous avez oublié de vous coiffer. Surtout pour ceux qui ont une chevelure abondante. Vos ongles doivent être coupés courts et ils doivent être propres. Souvent, certaines personnes laissent pousser l'ongle de l'auriculaire pour divers usages que nous n'osons pas révéler ici. Cependant, le savoir-vivre veut que les ongles soient coupés courts et qu'ils soient propres. Donc, s'il le faut, utilisez une brosse pour enlever la crasse de dessous vos ongles. L'odeur de votre corps ainsi que votre haleine doivent être agréables, car cela transmet également un message. Donc, utilisez tous les produits nécessaires et disponibles afin que l'odeur de votre corps soit agréable, ainsi que votre haleine. Et même si elles ne sont pas agréables, si votre haleine n'est pas agréable, si l'odeur de votre corps n'est pas agréable, au moins elles doivent être neutres, mais jamais désagréables. Soyez conscient vous-même de cela, parce que les gens n'oseront pas vous dire que
vous sentez mauvais ou que vous avez mauvaise haleine. Mais vous verrez qu'ils vous éviteront peut-être. Ou qu'en vous parlant, ils détourneront la tête. Ils ne voudront pas vous regarder droit dans les yeux. Si vous percevez ces signes, alors peut-être que quelque chose doit être fait en ce qui concerne votre haleine et également en ce qui concerne votre odeur corporelle. Toute une gamme de produits assez bon marché est à votre disposition pour atténuer ce genre d'odeur. Parlons maintenant de votre démarche. La manière dont vous marchez est également observée par votre auditoire. Donc, comment marcher quand on est par devant l'auditoire? D'une manière générale, bien sûr, mais de manière particulière quand vous devez prendre la parole. Premièrement, essayez de vous lever de votre chaise avec grâce. Pas de manière pesante, mais avec une certaine élégance, avec une certaine agilité. Ensuite, une fois que vous êtes mis debout, marchez de façon décisive vers l'endroit où vous devez prendre la parole. Ne paraissez pas hésitant, mais marchez le pas ferme et donnez l'impression que vous êtes prêt à prendre la parole. Lorsque vous avez fini de parler, tournez-vous et allez droit vers votre chaise. Encore là, sans hésitation et avec une certaine élégance, sans précipitation bien sûr. Et une fois que vous arrivez à votre chaise, asseyez-vous avec grâce encore une fois. Ne vous effondrez pas sur votre siège, mais asseyez-vous avec beaucoup d'attention et de manière à éviter tout accident, bien sûr. Toujours en ce qui concerne votre allure, parlons de la station debout. Comment se tenir debout? Il y a une façon de faire. Lorsque vous vous tenez debout, vous devez le faire avec les pieds bien plantés sur le sol. Vos pieds ne doivent pas être trop écartés, ils ne doivent pas non plus être serrés l'un contre l'autre. Ils doivent former une sorte de V, toutefois vos talons ne doivent pas être collés. Donc, quand vous prenez la parole, tenez-vous fermement sur vos jambes, les pieds bien plantés en terre, formant un V sans que talons soient collés. Souvenez-vous bien de cette posture parce qu'elle est importante. Ensuite, gardez vos jambes droites et vos genoux flexibles. Les jambes doivent être droites, mais les genoux doivent être flexibles. Les genoux ne doivent pas être rigides, mais en même temps, ils ne doivent pas être pliés. En prenant la parole, entrez l'abdomen. Quand nous disons d'entrer l'abdomen, cela ne veut pas dire que vous le faites de manière visible pour que l'auditoire le perçoive, mais cela fait partie de la bonne posture que vous devez prendre lorsque vous prenez la parole en public. Gardez la colonne vertébrale droite parce que cette posture inspire une sorte de confiance à l'auditoire et il montre également que vous êtes assuré et que vous savez de quoi vous allez parler. Soulevez la cage thoracique, pas comme un soldat qui se bombe la poitrine, bien sûr, mais comme étant prêt à prendre la parole. Soulevez la cage thoracique et relaxez les muscles des épaules. Les muscles des épaules ne doivent pas être tendus. Donc, les pieds
pieds plantés en terre, ni trop écartés, ni collés. Ensuite, les jambes flexibles, les genoux qui ne sont pas rigides, l'abdomen qui est plus ou moins entré, le torse, la cage thoracique plus ou moins bombée, la colonne vertébrale qui est droite et les muscles des épaules qui sont relaxés. N'oubliez pas de garder la tête bien droite parce que la tête, lorsqu'elle n'est pas droite et qu'elle est penchée sur le côté, elle donne l'impression que vous n'avez pas une certaine assurance, que vous avez un certain doute. En même temps que la tête ne doit pas être penchée à droite ou à gauche, la tête doit être haute, avec le menton plus ou moins vers l'intérieur, cependant sans l'enfouir trop près de la cage thoracique. Donc la tête est bien élevée. Nous ne disons pas la tête altière parce que nous ne voulons pas que l'on perçoive, nous perçoive comme étant arrogant ou orgueilleux, mais quand même la tête haute. La tête doit être droite, ne l'oubliez pas, parce que les orateurs qui prennent un air penché, ils ne savent vraiment pas à quel point leur crédibilité souffre de ce détail. Lorsque vous penchez la tête, les gens se posent des questions et se demandent si vous êtes honnête, si vous êtes crédible ou si vous souffrez d'un mal quelconque qui vous porte à pencher la tête à droite ou bien à gauche. Évitez toute cause de distraction pour l'auditoire, quelle que soit cette cause de distraction, parce que vous devez travailler à ce que l'attention entière de l'auditoire soit focalisée sur ce que vous dites, sur votre exposé. Par exemple, n'ayez pas les jambes trop écartées. Cela peut détourner l'attention de l'auditoire. Évitez également de changer constamment la jambe sur laquelle repose le poids de votre corps. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais si vous le faites, les auditeurs vont avoir l'impression que vous êtes en train de balloter, de danser en quelque sorte, et cela va causer une sorte de perte d'attention. Évitez d'agiter les pièces de monnaie ou des clés dans vos poches. Le tintement va détourner l'attention de l'auditoire. Toujours pour ne pas distraire l'auditoire, tâchez de ne pas arranger constamment le col de votre chemise, à ne pas faire un geste pour arranger constamment sa cravate. Ne jouez pas avec votre bague, avec votre montre, avec vos lunettes, etc. Car toutes ces choses peuvent détourner l'attention de l'auditoire. N'oubliez pas, vous communiquez un message, pas seulement avec les paroles que vous dites, mais aussi avec votre allure, votre manière de vous tenir debout. Venons-en maintenant aux expressions du visage, parce que cela fait également partie de l'image que vous projetez. Les mouvements des yeux et de la bouche sont extrêmement importants, parce qu'ils communiquent également un message. Au fait, les yeux et la bouche sont les organes qui sont les plus expressifs du visage. Par exemple, le fait d'ouvrir grand les yeux en élevant les sourcils en accent circonflexe et en ouvrant la bouche, par exemple en O, cela communique la surprise. Et il y a pas mal d'autres expressions du visage qui expriment, qui traduisent d'autres sentiments. Ce qui est important, c'est de faire de votre visage le miroir de votre pensée et le miroir de votre cœur. Si vous évoquez un sujet qui provoque la joie, alors votre visage doit exprimer cette joie. Si vous évoquez quelque chose qui fait de la peine, alors cela doit également paraître sur votre visage.
il serait tout à fait ironique pour quelqu'un, par exemple, de dire « Nous annonçons avec beaucoup de peine la triste nouvelle du décès de notre ami. » Le visage ne reflète pas du tout le sentiment de peine dans une pareille circonstance. Il en serait de même pour un orateur qui prend la parole devant un auditoire disant « J'éprouve une très grande joie à pouvoir prendre la parole devant vous en ce jour. » Non, le visage doit refléter votre pensée et votre cœur. De même, souvenez-vous de regarder vos auditeurs dans les yeux autant que possible. L'absence de contact visuel prive votre discours d'une certaine dynamique. Votre regard, par exemple, peut aider les auditeurs à vous suivre d'une attention plus soutenue. Lorsque, par exemple, vous enseignez ou que vous prenez la parole dans une circonstance, si vous voyez quelqu'un qui est distrait, essayez de regarder cette personne et vous remarquerez tout de suite la différence. En général, elle vous accordera son attention. Si elle est somnolente, elle essaiera de secouer son sommeil et de vous accorder une attention renouvelée. Quelle que soit votre timidité, et nous savons que c'est le cas pour plusieurs orateurs, quelle que soit votre timidité, ne fuyez pas les visages de ceux qui vous font face. Les orateurs qui regardent au-dessus, à côté de leur auditoire, ils finissent par endormir même ceux qui font l'effort de les écouter. Donc, regardez vos auditeurs. Balayez la salle de votre regard. Mais en même temps que vous faites l'effort de regarder les auditeurs, il ne faut pas non plus fixer de manière systématique la même personne au fond des yeux. Si vous dites par exemple, en regardant quelqu'un du fond des yeux, « Le vol est un crime punissable par la loi », vous êtes en train de transmettre le message que cette personne est un voleur, même si vous le faites involontairement. Regardez donc de toutes parts. Chaque auditeur a droit à plusieurs regards dans sa direction pendant votre discours, pendant votre exposé. Toujours en ce qui concerne votre langage corporel, parlons des gestes. Qu'est-ce que nous entendons par gestes? Ce sont les mouvements du corps, des bras, de la main, de la tête, qui sont effectués en communiquant. Au moment de la prise de parole, l'orateur ne doit pas se déplacer seulement pour se déplacer. S'il se déplace, ce déplacement doit avoir un but. Ces mouvements doivent aider la communication et non nuire à la communication. Marcher d'un point à l'autre sans but, cela peut gêner la transmission du message plutôt que cela aide la transmission du message. Les gestes que vous faites doivent être faits de manière décisive. Les gestes décisifs, les gestes clairs indiquent à l'auditoire votre désir de communiquer, tandis que les gestes faibles, les gestes vagues, disent à l'auditoire que vous manquez de conviction. Non seulement les gestes doivent être clairs et décisifs, ils doivent être également naturels. Les gestes forcés ne sont pas naturels. Je me rappelle un jour avoir écouté le discours d'un étudiant qui disait « Ce jour-là, la pluie tomba ». Et le geste, vous le comprenez, fut assez maladroit, parce qu'il n'était pas naturel. Les gestes doivent être naturels. S'il faut planifier les gestes, par contre, ne doivent pas paraître
mécaniques. Il faut essayer de les garder naturels. Les gestes naturels proviennent de l'abondance du cœur, car la bouche parle de l'abondance du cœur et les gestes se font également de l'abondance du cœur. Utilisez vos mains de manière appropriée. Par exemple, la main qui est tendue avec la paume au plafond, qu'on appelle cette position la supination, cela suggère les actions de donner ou de recevoir. La main tendue avec la paume face au sol, la pronation, cela suggère l'action de bénir ou l'action de calmer. La main qui est tendue avec la paume face à l'auditoire suggère l'acte de repousser. L'index qui est pointé suggère l'avertissement, le reproche ou l'emphase d'une idée importante, l'indication d'une direction. Le poing fermé et agité indique la force, ou l'opposition, ou la colère, ou la défiance. Les gestes doivent également être variés. La répétition excessive du même geste finit par fatiguer l'auditoire. Et les gestes, bien sûr, doivent être appropriés aux circonstances. Vous avez besoin de faire plus de gestes face à un auditoire qui est plus nombreux. Les gestes doivent être plus grands. Vous avez besoin de faire plus de gestes face à un auditoire composé de jeunes que face à un auditoire composé d'adultes. Les jeunes ont besoin de ce dynamisme de la part de l'orateur pour qu'ils gardent leur attention. Ainsi, chers amis, aujourd'hui, nous avons parlé du langage corporel. Prenez ces principes à cœur et appliquez-les.